Et coucou, je vous retrouve le vendredi 14 février pour ouvrir un nouveau vlog. On est la veille du week-end, on aime ça, le week-end, on adore. Je vais vous parler du livre que je suis en train de lire, donc je ne l'ai pas terminé, mais je vais faire en sorte de le finir ce week-end. J'espère que j'y arriverai parce que j'ai encore une fois un week-end très chargé, comme très souvent en fait les semaines sont chargées, les week-ends sont chargés. En gros, c'est chargé tout le temps, c'est horrible. Je déteste cette société qui nous force à être tout le temps dans le vite. Où on a tout le temps plein de trucs à faire, où on sait pas vraiment décrocher, se reposer. C'est compliqué et moi ça me pèse beaucoup. D'autant plus que je lis un livre qui prône le ralentissement de la vie. Il s'agit de Répondre à la nuit de Agnès Ledy. Donc c'est son dernier roman qui est paru fin janvier. La couverture est vraiment très belle, je vous en ai déjà parlé, je vous l'avais déjà montré sur ma chaîne. Je trouve que cette couverture est vraiment magnifique. Elle représente très bien l'esprit du roman. Là je suis à la page 250 sur 330, je pense qu'il y en a 330. Donc voilà, je pense que c'est jouable de le finir ce week-end. Je vais faire en sorte d'y arriver. Ce roman, comme je vous le disais, prône le ralentissement de la vie, vraiment la slow life. Ici, on va suivre Thémis, qui est une jeune femme qui vit avec très peu. Elle vit avec Rémi, son frère de cœur, donc ce n'est pas son vrai frère. Je vous avoue qu'au début, je n'avais pas tout compris, parce que Rémi dit à un moment donné que Thémis est sa sœur, et puis je trouvais qu'ils avaient des gestes un petit peu spéciaux pour frères et sœurs, genre se faire un bisou dans le cou. Je sais pas, je trouvais ça un petit peu bizarre, donc au début je me dis, leur relation, c'est un peu malsain. Mais en fait non, ils ne sont pas réellement frères et sœurs, ils sont vraiment frères et sœurs de cœur. Donc tout de suite ça passe un petit peu mieux. Ils vivent à l'orée d'une forêt, donc dans vraiment un petit village perdu dans les Vosges. Thémis est tatoueuse et Rémi est bûcheron. Ils vivent dans une petite maison, vraiment sans prétention. Ils vivent avec pas grand chose. Ils ont en fait pas besoin de biens matériels. Ils ont ce qu'il faut pour manger. Ils ont leur jardin. Ils vivent un petit peu, enfin c'est pas une communauté, mais ils vont chercher en fait chez les uns et les autres. Ils font du troc, etc. par rapport au lait, fruits, légumes, ce genre de trucs. Et donc Thémis, elle tatoue parce qu'il faut quand même de l'argent pour vivre, hein, quand même un minimum. Mais vu qu'elle n'a pas besoin de grand chose, en fait, elle doit pas travailler comme une dingue et voilà, elle fait quelques tatouages par semaine et ça lui suffit complètement. Thémis est une jeune femme, on comprend très vite qu'elle a vécu des choses difficiles, mais on ne sait pas quoi. En tout cas là, moi, je ne sais toujours pas ce qu'elle a vécu dans l'enfance, qui fait que elle a eu du mal à se construire. Elle est vraiment très proche de la nature. Elle, ce qu'elle aime vraiment, c'est pouvoir aller se perdre en forêt, passer la nuit dans la forêt. Elle voue une fascination aux cerfs et surtout pendant la période du brame. Et le roman commence pendant cette période-là, pendant le brame du cerf. Et vraiment elle est en amour avec un cerf de cette forêt qui est un vieux cerf, mais vraiment j'imagine tout à fait le cerf hyper majestueux, respecté. Et en plus moi ça me touche beaucoup parce que le cerf c'est mon animal préféré, je me sens très proche de cet animal, donc j'aime bien. Thémis elle est également chasseuse, donc c'est marrant parce qu'en fait ce roman parle de chasse. Moi je vois d'un très mauvais œil les chasseurs, voilà, je l'avoue, je vois pas du tout les chasseurs d'un très bon œil. Thémis, elle, malgré le fait qu'elle soit très proche de la nature et très respectueuse de la nature, elle chasse pour se nourrir. Donc elle ne chasse pas par plaisir, elle n'aime pas tuer les animaux, mais elle les mange. Quand elle les tue, elle les ramène, et les cuisine, elle les mange. Elle chasse avec un arc et des flèches. Donc c'est pas avec des fusils. Et je trouve ça plus respectueux de l'animal de chasser de cette façon qu'avec des fusils. En tout cas, moins dérangeant parce que c'est silencieux. C'est tout aussi mortel. Après, ça demande peut-être un petit peu plus de maîtrise parce que tirer à l'arc, c'est pas facile. Je l'ai déjà fait. J'ai eu un moment où j'avais un arc, enfin bon bref,
On s'était pris de passion quand j'étais encore mariée et j'ai essayé ça, le tir à l'arc, et c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Perso, je trouve ça ouais, vraiment mieux, cette façon de chasser. Parce que moi, vraiment, j'ai horreur d'entendre les coups de feu. Moi, je vis à la campagne, mais pendant la période de chasse, ben, on entend les chasseurs. Ils sont pas loin en plus, et on entend vraiment ces coups de feu plusieurs fois par jour. Et il y a même une fois où j'étais vraiment pas à l'aise parce que moi je pratique la course à pied depuis 1 an. Je prends de temps en temps mes enfants avec moi pour aller courir. Et là j'étais avec ma fille qui courait avec moi. Et on était sur un chemin en béton, donc c'est vraiment un chemin que tout le monde peut emprunter sauf les voitures. Les tracteurs peuvent emprunter ce chemin, mais sinon c'est tout ce qui est vélo, chevaux. C'est un chemin vraiment qui est très très fort emprunté. Il y a beaucoup de gens qui vont se promener par là. Et donc c'est en pleine campagne, vous avez des champs de part et d'autre, avec des chevaux qui broutent, etc. Et à un moment donné, il y a un lac où il y a souvent des canards qui vont à cet endroit. Et en approchant de cet endroit, j'ai entendu des coups de feu, mais ce lac est vraiment à côté de l'endroit où on passe à pied, quoi. Et donc moi j'étais pas très à l'aise parce qu'une balle perdue, bah ça s'est déjà vu, et si tu te la ramasses là où il faut pas, t'es mort. Et moi je courais avec ma fille et j'étais vraiment pas bien. Donc je lui ai dit de se dépêcher, d'accélérer, parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Et en fait j'ai vu les chasseurs, ils étaient sur la route, là où on passait. Il y en avait qui étaient à gauche de la route, dans cette espèce d'endroit où il y avait le lac, et puis il y en a d'autres qui étaient à droite. Bon, ils se sont quand même arrêtés de tirer quand ils nous ont vus, et que bah on arrivait. Mais en fait, je ne trouvais pas ça normal qu'ils soient si près. Alors on m'a dit par la suite que j'aurais dû le signaler, je sais pas si c'est à la commune ou à la police, mais qu'ils avaient rien à faire là. Dans tous les cas, moi je ne vois pas les chasseurs d'un bon oeil. Ça me dérange fortement. Voilà, je conçois que les chasseurs sont utiles pour réguler la population de certains animaux. Dans mon village, ils sont pas utiles. Hein. Il n'y a pas une prolifération Enfin, je veux dire, il n'y a pas de forêt, quoi. Donc c'est vraiment de la chasse par plaisir, et ça, j'aime pas. Et donc ici, pour en revenir au roman, hein, après tout, on l'a eu sur la chasse. C'est un roman qui n'est pas contre la chasse. Donc en fait, ça vous montre qu'il y a des mauvais chasseurs, mais il y en a aussi des bons. Qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, et qu'il y a des chasseurs qui sont très respectueux, et que voilà, c'est assez sympa comme thème. Il y a le thème de l'écologie aussi qui est très fort mis en avant, mais l'écologie dans le sens où on devrait tous plus faire attention à la nature, vivre en communion avec la nature, et aller, au lieu de se rendre au supermarché, aller chercher les légumes chez voilà, dans la ferme du coin, etc. Et bon, je suis totalement d'accord avec ce concept-là. Je ne le pratique pas. Voilà, je suis très mauvaise élève. J'ai pas le temps de faire 50 magasins différents le week-end pour aller chercher tout ce qu'il me faut pour la semaine en termes de nourriture. Moi, il faut que ça aille vite parce que j'ai pas le temps. Voilà, si je travaillais moins, je pense que je prendrais plus le temps d'aller dans des fermes, etc. Mais bon, voilà, c'est pas le cas. Moi, je fais un temps plein et je ne sais pas faire autrement, et ça ne risque pas de changer dans l'immédiat. Ce qui est cool avec ce roman, ça change un peu d'Agnès Lédic que j'ai pu lire dans le passé, c'est que l'histoire commence avec un meurtre. Donc, un homme est retrouvé mort dans la forêt. Il a été tué avec une flèche. Donc, il a une flèche en plein milieu du front. Et en fait, on ne sait pas qui est cet homme, et forcément, on ne sait pas qui l'a tué. Et donc, en fait, on a cette première scène avec ce meurtre, donc c'est un petit côté enquête qui est hyper sympa, parce que moi j'aime bien les romans policiers, hein. Et puis on découvre tous les personnages, donc Thémis, Rémi, son frère de cœur, et puis d'autres personnes qui gravitent autour d'eux. Il y a des beaux messages. Je vous dis, c'est vraiment tourner vers la nature, hein, vers l'écologie, donc il faut être sensible à ces thèmes-là. Moi ça me parle beaucoup, donc j'accroche vraiment bien à l'histoire. Voilà en gros pour ce roman, donc que j'attends de terminer pour vous donner mon avis final, pour voir si je l'ai vraiment apprécié ou non. Pour le moment, je ne pense pas que ce sera un coup de cœur, j'aime bien, mais
Je ressens pas une émotion de fou non plus en le lisant. C'est chouette, mais pour l'instant c'est sans plus. Donc je verrai quand j'aurai terminé, il y aura peut-être une bonne surprise à la fin, nous verrons. Mais voilà, je pense que je vais arrêter ce premier rush vidéo ici et je vous retrouve plus tard pour la suite. Et coucou, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. J'ai terminé Répondre à la nuit de Agnès Ledig et j'ai commencé un autre roman, Ici et maintenant, de Liane Moriarty. Donc c'est son tout nouveau roman qui vient de paraître. J'adore cette autrice Liane Moriarty, j'ai lu pas tous ses livres mais j'en ai lu quand même beaucoup. Il y en a certains que j'ai vraiment adoré, d'autres que j'ai moins aimé. Pour le moment celui-ci je l'adore, je suis à la page 148 sur... C'est quand même un gros roman. En général, Liane Moriarty, t'as presque 600 pages. Ouais, 566. Donc voilà, on est sur quand même un gros roman. Mais ça se lit très vite parce que, en fait, vous avez certains chapitres où vraiment, ça se présente comme ça. Donc les pages se tournent vraiment très vite. En plus, le style d'écriture de Liane Moriarty est hyper fluide. C'est très rythmé. C'est bien traduit, c'est comme d'habitude en fait. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je lis pas tellement d'auteurs qui sont non francophones parce que les traductions, j'ai parfois beaucoup de mal avec ça. Mais ici, la personne qui traduit Liane Moriarty le fait toujours très bien. J'aime vraiment bien, je suis complètement à fond dans l'histoire, même si en soi, il n'y a pas une grosse intrigue. En fait, c'est vraiment particulier, Liane Moriarty. Enfin, certains de ses romans, il y a du suspense. D'autres... c'est plus une démonstration de la vie de personnes, monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment particulier, mais ceux qui apprécient l'autrice, je pense, aiment vraiment ce côté-là chez elle. On suit ici donc on rentre dans un avion, donc on suit tous des passagers qui embarquent pour un vol. Parmi eux se trouve une dame d'un certain âge, on ne sait pas très bien, entre 60 et 70 ans. Et en plein milieu du vol, elle va se lever et va commencer à faire des prédictions sur chacune des personnes. Donc en fait, elle va passer de rangée en rangée et va donner l'âge de la mort de la personne ainsi que la cause de la mort. Elle va faire ça pour tout le monde. Donc c'est hyper particulier parce que forcément... c'est le genre d'infos que t'as pas vraiment envie d'avoir. Alors si on te dit que tu vas mourir à 100 ans de vieillesse, ce genre de choses, je pense que tout le monde est ok avec ça. Tu prends, mais si on te dit que tu vas mourir l'année prochaine d'un suicide ou ce genre de choses, tout de suite, c'est moins cool. Il y a donc des chapitres qui concernent cette personne. Donc là, on sait comment elle s'appelle. Elle s'appelle Chérie, mais on l'a pas su tout de suite. Qui va expliquer... certaines choses de sa vie, mais vraiment pour le moment je n'ai pas eu beaucoup de passages avec elle, donc il y a encore une relative inconnue autour de ce personnage principal. Et puis on va suivre les passagers de l'avion, certains où on suit un petit peu leur vie, leur façon comment ils réagissent par rapport à cette annonce. Il y a plusieurs personnages qui se distinguent et parmi ceux-là, ce sont des personnages dont la mort est assez imminente dans les mois qui vont venir. Et voilà, à mon avis, on va aller suivre jusqu'au bout. Je sais pas très bien. Je vous dis, je sais pas trop où on va. Voilà. Mais en tout cas, elle annonce la mort à cette personne-là. Et puis, ce qui est assez comique, c'est que, enfin, en tout cas, là où j'en suis, en fait, Chérie ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans l'avion. Elle a vraiment un trou noir. Donc, elle ne se souvient pas des prédictions qu'elle a faites. Voilà, c'est... Enfin, moi, j'aime bien. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très difficile de qualifier ce style de roman. En fait, l'écriture de Liane Moriarty, c'est... tu as l'impression que ces personnages existent réellement. Elle va les décortiquer en profondeur dans tout ce qu'ils ont de beau et de pas beau. C'est très bien fait, elle fait vraiment bien ça et vraiment pour le moment, j'aime beaucoup. En lecture numérique, je suis en train de lire, je suis déjà à 66%, donc j'ai vraiment bien avancé, L'Instinct de Nicolas Druard. Mon Dieu. Alors ce roman,
Nicolas Druard, j'ai lu 3 romans de cet auteur. Parmi ces 3-là, il y en a un que j'ai pas trop aimé. Le premier roman que j'ai lu de l'auteur, c'était Nuit Blanche. C'est son premier roman et c'est avec celui-là que je l'ai découvert, qui a vraiment une tension assez incroyable. Vraiment, quand vous commencez, vous n'avez pas du tout envie de le lâcher. Ça se lit d'une traite tellement il est prenant. L'histoire se déroule sur une nuit et vraiment il est génial. Ensuite, j'ai lu Jeu de dames, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, que je n'ai pas aimé parce que je l'ai trouvé beaucoup trop gore et beaucoup trop... c'était trop pour moi. Et en plus... j'ai pas forcément aimé l'histoire, la façon dont c'était construit. Non, j'ai pas trop aimé ce roman. J'ai ensuite lu L'Enclave, donc celui-là j'ai lu il y a pas très longtemps. J'ai adoré ce roman, sauf la fin. La fin, je l'ai trouvé un peu trop tirée par les cheveux, mais tout le déroulement de l'histoire, je l'ai trouvé incroyable. Encore une fois, c'est une histoire qui se déroule sur très peu de jours. Il y a énormément de suspense, de tension. C'est vraiment un page turner, j'avais beaucoup aimé. Et là donc, je suis en train de lire L'Instinct, qui est c'est un mélange de Nuit Blanche et de L'Enclave. L'histoire se déroule sur très peu de jours, donc ça commence le 30 octobre. Là, je suis au 31 octobre et à mon avis, bon, je pense que ça va finir le lendemain, voilà, je pense. Il y a énormément de tension. Moi, je trouve qu'il est extrêmement doué pour provoquer ça, une espèce d'angoisse. Je vous conseille de lire ce roman pendant la période d'Halloween. Moi voilà, je savais pas, donc j'avais envie de lire vraiment un page turner, donc j'ai pris celui-là, sans vraiment savoir de quoi il parlait, ni à quelle époque il se situait. Je vous le conseille vraiment, période d'Halloween c'est nickel, parce qu'il y a de l'orage, il pleut, il fait sombre. C'est une histoire qui va avoir comme lieu la montagne, genre, je sais plus si c'est les Pyrénées, quelque chose comme ça, mais un coin vraiment reculé, tu n'as qu'un chemin pour arriver par là. Il y a un zoo pas très loin, donc en fait on va suivre 4, c'est pas 4 personnes, mais c'est 4 groupes de personnes, on va dire ça comme ça. Il y a 4 chalets et chacun vont être habités par des personnes qui ne se connaissent pas. Chacune vient dans cet endroit pour une raison qui lui est propre. À côté de ces chalets, pas très loin, donc vous avez la forêt qui entoure ces chalets, et vous avez un zoo pas très loin qui est, voilà, les gens peuvent y aller à pied. Le village le plus proche est à 20-25 minutes à pied. C'est vraiment une zone assez reculée. Dès le début, on apprend qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave dans ce zoo, puisqu'il y a 2 ans, il y a un homme qui avait loué l'un de ces chalets, qui s'est suicidé en se jetant dans la fosse, enfin l'enclos plutôt de l'ours, et donc il s'est fait bouffer, enfin éviscérer par l'ours. Dès le début, on sait aussi qu'il y a un dangereux criminel qui a pris la fuite et qu'il est dans les parages. On l'appelle l'ogre catalan. On ne sait pas pourquoi au début de l'histoire, mais on se doute bien que ça doit pas être fort sympa ce qu'il a fait, vu qu'un ogre, c'est quand même quelqu'un qui bouffe des gens, et plus particulièrement ses enfants. Dès le départ, on voit bien qu'ils vont tous là s'engouffrer dans un endroit qui n'inspire pas confiance. Donc parmi tous les gens, vous avez une maman avec son bébé de même pas 1 an. Il y a un couple de femmes, un écrivain qui écrit des livres d'horreur, et un couple homme-femme qui ne s'entendent plus, qui essayent de raviver la flamme, et qui donc décident de passer un week-end là-bas. Alors perso, si je devais raviver la flamme, je crois pas que je choisirais ce genre d'endroit, mais bon, écoutez, voilà. Eux, ils sont là-bas, c'est le choix qu'ils ont fait. Et vraiment, vous avez une aura angoissante qui plane autour de ces chalets. Et ils vont aller de découverte en découverte. Bon, déjà, il y a le mec du couple là qui va disparaître. On sait, nous, en tant que lecteurs, qu'un cadavre va être retrouvé dans la forêt. Mais eux, les personnages, ne savent pas qu'il y a un cadavre qui va être découvert. Cadavre découvert par l'ogre, parce que effectivement il tourne bien là dans les parages. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, donc on suppose que c'est le mari de la femme, mais il n'y a rien qui le dit. C'est vraiment une supposition qu'on se fait, enfin en tout cas que je me suis faite moi. Et puis il y a des choses vraiment bizarres qui arrivent, hein. Il y a une tempête, il y a un arbre qui tombe au milieu de la route, mais en fait quand ils y regardent de plus près, ils se rendent compte qu'il n'est pas tombé de façon naturelle, mais que quelqu'un l'a tronçonné exprès pour ne pas qu'il sache partir donc de cette petite clairière avec les chalets.
Vraiment, il y a une tension qui est assez dingue. C'est très très bien fait. Moi, j'aime bien. Je retrouve ce que j'ai apprécié dans les autres romans de l'auteur. Moi, je suis complètement dedans. J'essaye de deviner, forcément, ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a tellement de zones d'ombre que c'est très compliqué et t'as envie d'avancer parce que c'est compliqué de faire des suppositions et voilà, il y a vraiment un bon rythme, c'est très très chouette. Vraiment, l'instinct pour l'instant de Nicolas Dreyard, j'aime beaucoup. J'ai terminé donc Répondre à la nuit de Agnès Le Digue, je vous en parlais au début de vidéo. J'ai bien aimé ce roman, vraiment je l'ai trouvé très très cool. J'ai retrouvé la plume de l'autrice avec grand plaisir. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. C'est assez simple mais en même temps assez poétique. Ici elle va surtout parler de la nature. Vraiment ce roman est une ode à la nature. Elle nous pousse à nous questionner sur notre mode de consommation. Et il nous montre aussi à quel point c'est important de vivre en communion avec la nature, d'essayer de respecter donc la nature, le cycle des saisons, etc. Il y a un petit, donc je pense que je vous le disais au début de vidéo, qu'il y a quelqu'un qui est retrouvé mort, donc il y a une espèce c'est un peu une enquête policière. J'avais pas deviné l'identité de l'assassin jusqu'à la révélation finale. Moi j'étais partie sur complètement une autre personne, donc voilà, très très bien, j'ai été surprise, c'est très cool. Voilà, en globalité je pense que je vais pas vous en parler beaucoup plus parce que je pense que dans le début de la vidéo je vous en parlais quand même assez bien. Vraiment c'est un roman, c'est pas hyper rythmé, hein, c'est assez lent, il y a beaucoup de descriptions des bruits de la forêt, de l'odeur de la forêt, c'est très bien fait, c'est vraiment chouette. Moi comme j'aime bien la forêt, je suis vraiment je me sens bien que dans la nature. Moi la ville ça m'étouffe. Donc moi j'ai trouvé mon compte en tout cas. Il y a juste une chose que c'est pas que j'ai pas aimé, mais disons que je suis pas du tout d'accord avec le point de vue de l'autrice. Et j'ai déjà eu ça dans un roman de Serena Giuliano et du coup ça gâche un petit peu ma lecture. Parce que c'est un peu compliqué j'ai l'impression en fait que l'autrice essaye de me convaincre. et en fait j'ai envie de lui dire mais c'est peine perdue parce que je ne serai jamais convaincue par ça. En fait il y a une histoire d'amour dans le roman, vraiment qui est assez centrale, hein, puisqu'on en parle quand même beaucoup. Et cette histoire d'amour va concerner une femme et un homme mariés. Et en fait cet homme est amoureux de sa femme, il aime sa femme, il a un enfant. Mais en même temps, il est amoureux de l'autre femme et en fait, l'autrice essaye de démontrer que c'est possible d'aimer deux personnes, que c'est possible d'être vraiment tiraillé entre les deux, de ne pas pouvoir choisir et de ne pas pouvoir non plus résister à la tentation de la maîtresse, de la seconde femme, parce que vraiment il y a des âmes qui sont liées. On retrouve un peu le thème ici d'âme sœur ou âme jumelle, même si ces termes-là n'apparaissent pas, mais pour avoir pas mal lu sur le sujet, m'être renseignée, voilà, c'est exactement de ça qu'il s'agit. En fait, qu'ils ont l'impression que quand ils sont ensemble, ils ne forment qu'un tout. Et en même temps, il aime sa femme, donc il veut pas la quitter. Et en fait, moi, je peux pas adhérer à ça. C'est pas possible. Tu peux me le démontrer comme tu veux. Tu peux broder ton histoire, ouais, comme tu veux. Moi, je peux pas cautionner l'adultère. C'est pas possible. C'est pas possible pour moi. J'arrive même pas à me mettre dans la peau de ces gens qui disent aimer deux personnes. En fait, pour moi, c'est impossible et du coup, j'ai eu des problèmes avec ces passages-là parce qu'en plus, je vous dis, l'histoire d'amour, elle revient quand même souvent et alors autant pour la maîtresse, je peux comprendre qu'elle soit amoureuse parce qu'elle, voilà, son cœur n'appartient qu'à un seul homme et c'est pas de bol parce qu'il est marié et elle lui en veut même pas, elle lui demande même pas de choisir. À la limite, elle, son comportement, je peux le comprendre, je peux le concevoir. Mais par contre, le mec, lui, non, non, c'est pas possible. Du coup, ce personnage, même s'il n'est pas dépeint comme quelqu'un de mauvais et que vraiment l'autrice essaye de nous le faire voir d'une façon, pas comme si on avait pitié de lui, mais
qu'on se dit oh oui mais voilà oui c'est possible, oh ils vivent une belle histoire, oh c'est dommage, il doit choisir machin. Non, moi je n'ai pas du tout ressenti ça pour ce gars et moi j'avais juste, enfin il me faisait vomir quoi. Non, je peux pas. Du coup il y a tout un aspect de l'histoire que bah voilà, moi je suis passée à côté, j'ai pas pu apprécier à sa juste valeur cet aspect-là. Mais pour tout ce qui est autour, qui concerne la nature, la forêt, etc., même la chasse, parce que ici on parle beaucoup de chasse, mais l'autrice ne dénonce pas la chasse. En fait, elle se met des deux côtés, et des chasseurs et de ceux qui sont contre la chasse. Elle essaye de démontrer le fait qu'il faut pas mettre tous les chasseurs dans le même panier, que certains ne sont pas mauvais, respectent les règles, etc. Donc c'est plutôt bien, je crois, ce qu'elle a fait. Après, je ne changerai pas d'avis suite à la lecture de ce roman. Hein. Moi, je suis contre la chasse, je n'aime pas ça. Comme je le disais au début de la vidéo, je pense, la chasse à l'arc, je trouve ça beaucoup plus noble et beaucoup plus... Enfin mieux, si je devais vraiment choisir une méthode de chasse que les fusils. Voilà, moi je suis complètement contre et mon avis, je pense, ne changera pas là-dessus. Mais c'était un chouette roman, vraiment, non, vraiment j'ai aimé. C'était bien malgré les points auxquels moi j'ai pas adhéré, mais ça c'est voilà, c'est juste propre à moi-même, à mon histoire, à qui je suis, à mes croyances, etc. Autre roman dont je veux vous parler parce que je l'ai terminé aussi ce week-end, c'est Les Influentes de Adèle Bréau que j'ai lu en numérique. Alors ce roman, je ne l'ai ni aimé ni pas aimé. Disons que la lecture était plutôt sympa, c'était pas transcendant, j'étais pas hyper passionnée par ma lecture. En fait, on va suivre 3 femmes, et en fait, il y en a une des 3 où je trouvais, quand on la suivait, que c'était chouette, j'avais envie de connaître son histoire, et les 2 autres, bah, je m'en foutais un peu. Donc, c'est pour ça que le roman m'a plu, mais sans plus. Donc on va suivre Anne qui devient du jour au lendemain une influenceuse sur les réseaux sociaux parce que donc elle est couturière, elle fait des vêtements et puis il y a Beyoncé qui achète une de ses combis et qui va la porter, s'afficher avec en photo. Et donc du coup hop, son compte Instagram à Anne explose et elle devient vraiment une star des réseaux sociaux. Elle n'est pas du tout préparée à ça parce que bon, Anne elle a déjà 40 ans, elle a 2 enfants, elle est mariée, bon elle n'est pas du tout dans ce trip réseaux sociaux, elle a un compte Instagram etc, mais bon voilà, elle est, disons que j'ai un peu son âge quoi, hein, j'ai bientôt 40 ans donc je me retrouvais un petit peu en elle. Et donc on la suit elle, et puis on va suivre aussi Blanche qui est rédactrice en chef d'un magazine féminin très célèbre. Blanche qui est une personne extrêmement imbuvable, qui est froide, elle est là, je crois qu'elle est proche des 60 ans, elle accepte pas de vieillir. Pour moi c'était un personnage très inintéressant, clairement un personnage, une personne que je ne voudrais pas du tout côtoyer. Et puis on va suivre également Myrtille qui va devenir agent pour influenceuse, et donc on va la suivre dans son parcours. Au début elle n'est pas agent, hein, elle passe par un styliste et puis par je sais plus quoi d'autre avant de devenir vraiment agent, et donc on va la suivre dans son processus elle va monter son agence etc, on la suit là-dedans. Alors clairement elle fait un métier qui m'intéresse pas, que je voudrais pas du tout faire, mais alors là vraiment répondre à tous les caprices de ces pseudo-stars des réseaux sociaux, non, ce serait... non, moi je pourrais pas, moi je crois que je refous 2 claques, je saurais pas, avec mon caractère c'est pas possible. Donc quand on la suivait elle, moi ça me saoulait un peu, ça m'énervait quand même pas mal, et donc voilà, les passages de Myrtille, j'étais pas vraiment impliquée. Et puis les passages de Blanche, la rédactrice en chef, non plus, parce que bon voilà, en fait on explique un petit peu pourquoi elle est comme ça, ce qui s'est passé dans sa vie, le fait qu'elle s'est construit une carapace, tout ça, qu'elle arrive pas à s'ouvrir aux hommes, machin, je m'en fous quoi, enfin je trouvais pas ça intéressant non plus, en fait ça tourne beaucoup autour du monde de la mode, donc c'est l'influence mais vraiment centré sur le monde de la mode avec des défilés etc. C'est un monde que j'aime pas du tout ce milieu, ça m'intéresse pas. D'ailleurs je suis un peu mal à l'aise quand on parle de ce milieu là parce que j'ai l'impression que tout est tellement faux, les gens sont tous tellement hypocrites. C'est un monde que je voudrais vraiment pas fréquenter et qui m'occasionnerait je pense des angoisses, parce que rien que lire le roman ça me mettait pas forcément bien. Donc tous ces passages là je les aimais pas trop,
Et il y a juste les passages vraiment avec Anne, le fait comment elle va vivre cette célébrité, le fait que voilà, du coup, vu qu'elle est célèbre, qu'elle a 1 million d'abonnés, puis ça augmente de plus en plus sur Instagram, les marques commencent à la solliciter. Et donc on voit vraiment son ascension, comment elle le vit, le fait que qu'en fait ça va mal finir, hein, parce que elle est pas du tout préparée à ça, elle va délaisser ses enfants, etc. Et voilà, ça montre un petit peu tous les dessous de l'influence. Ça montre vraiment ce qui est pas beau en fait, en dessous des paillettes. Parce que nous, en tant que consommateurs de réseaux sociaux, on voit les choses qui sont chouettes, le fait que certaines sont invitées à des événements, à des voyages, elles reçoivent des trucs gratuits. C'est vrai que c'est cool, t'aimerais bien aussi toi pouvoir faire ça, mais ça te montre en fait en dessous de ça ce qui se passe, le fait que tu es tenu de faire autant de stories par jour, autant de publications, mentionner tel ou tel produit. Clairement ça me saoulerait, hein. Non, ça me gonflerait, mais alors d'une force. Donc ça te montre tout ça, donc c'est plutôt bien en fait de ce point de vue là, parce que ça dénonce vraiment les mauvais côtés de l'influence. Et en ça c'était bien fait. Donc en gros je pense que c'était un chouette roman qui pourra plaire à pas mal de monde. Moi je l'ai pas aimé. Certains aspects je dis j'ai bien aimé, je l'ai trouvé intéressant. Mais voilà, c'était pas, ça fera pas partie de mes meilleurs romans de 2025, ça c'est certain. Je pense que c'est un roman que je vais vite oublier. En fait, il va vite passer à la trappe dans ma tête et voilà. Par rapport à ce roman de Adèle Bréau, je pense que je vais arrêter ce petit rush vidéo ici. Je voudrais quand même déjà parler de pas mal de bouquins, c'est cool. Je vous retrouve plus tard pour la suite. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour ce rush vidéo. Je voulais vous montrer mes petites réceptions du jour. Petit déballage de colis. Je me suis achetée toute seule comme une grande ce roman, le roman de Marceau Miller. C'est publié aux éditions de La Martinière. C'est un roman que j'ai vu beaucoup passer. Il est très intriguant parce qu'en fait il n'y a pas de nom d'auteur. L'auteur c'est Marceau Miller, on ne sait pas qui c'est. Alors apparemment ce serait un auteur connu qui écrit sous le nom de plume Marceau Miller. Donc vraiment moi je suis très intriguée par tout ce qui tourne autour de ce roman. J'ai eu très envie de le découvrir. Je trouve ça assez marrant en fait de me dire que c'est un roman qui n'a pas de nom d'auteur. Je sais pas, c'est très innovant. Voilà, j'aime bien. Je présume qu'un jour on finira par savoir qui est cet auteur, qui se cache derrière cette plume. En tout cas, il me donnait bien envie, je l'ai acheté et je vais le lire tout bientôt. J'ai reçu ce livre, alors pour le coup celui-là je l'ai pas payé. Je l'ai reçu dans le cadre d'une masse critique Babelio, donc j'avais demandé pour le recevoir. La cuisine de la minceur durable, c'est de Marie Tchoka et Brigitte Mercier-Fichot. Donc il y a 90 recettes savoureuses et bonnes pour la santé. C'est publié chez Terre Vivante. Moi je ne suis pas trop adepte des régimes, tout ça, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport quand même, je fais assez bien de sport pour essayer de maintenir un poids stable. J'essaye de manger équilibré, je fais attention même si en soi c'est pas un régime. Et ici en fait ce que je trouve intéressant c'est d'avoir toutes ces recettes. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. J'ai vu ça, je l'ai feuilleté là vite fait, là tout de suite. Voilà, il faut que je teste. Vous avez la partie recette et puis vous avez à chaque fois une photo. Ça donne envie. Et ce qui est cool ici, c'est que je vois qu'il y a en fait une partie recette du petit déjeuner. Ça c'est plutôt pas mal parce que moi c'est vrai que le matin, je voudrais bien manger un peu plus salé parce que moi je suis vraiment sucrée le matin, j'ai du mal à manger salé. Et là vous avez des idées de recettes. Cake salé aux chèvres et aux poros. Je me vois pas avaler ça à 9h30 du matin. C'est vraiment très dur quand t'as pas été habitué à manger salé dès le matin. Par contre ici, pain de mie magique, levé et cuit à la vapeur. Ça c'est pas mal. Après je mange pas le matin de pain. Moi je mange juste du yaourt avec des graines de chia et un peu de muesli, mais c'est tout. Le matin, ou alors juste une banane. C'est vrai que je suis pas trop nourriture le matin. Mais enfin voilà, je vais le potasser, je vais regarder un petit peu, essayer des recettes. Je dois faire une publication du coup dans les 30 jours sur Babelio.
Peut-être que je vous en reparlerai, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, je parle pas de cuisine sur cette chaîne donc je suis pas sûre que les livres de cuisine ça peut vous intéresser, mais enfin n'hésitez pas à me dire si vous voulez un retour sur ce livre de recettes. Par rapport au livre c'est tout, mais je voulais vous montrer autre chose que j'ai acheté parce que je me dis que ça peut intéresser certaines, c'est une idée cadeau. Donc je vais voir tous les jours sur l'application Choose quelles sont les ventes, parce que je trouve souvent des petites choses intéressantes. Alors les réductions sont pas dingues, hein. En général t'as des réductions qui sont pas, t'as peut-être 3, 4, 5 euros de réduction par rapport au site, donc c'est pas incroyable, mais ça donne des idées. Et c'est vrai que j'ai déjà commandé plusieurs fois sur ce site. Ils avaient mis en vente des produits de la marque Les Mauvaises Graines. Donc en fait ce sont des kits de graines à planter. Et donc je vous montre par exemple, voilà. J'ai acheté plusieurs sortes. Donc j'ai pris celle-ci, Bichette, t'es la plus chouette. Donc vous avez à chaque fois un message. Ça se décapsule comme une canette. Et en fait vous avez dedans un kit pour semer des fleurs. Donc il vous explique comment ça marche. Et je trouve que l'idée est vraiment chouette. Ici ce sont, il est marqué juste graines de bonheur. Je sais même pas ce que c'est comme fleur en fait. Ah si, c'est marqué. Centaurée, Cosmos, Sulfurus et Zinnias. Ah, c'est chouette en fait. Oh, c'est des plantes, des fleurs qui sont plutôt chouettes. C'est fabriqué en France. Je pense que j'ai payé le petit kit, je crois que c'était 12 euros à la place de 15 euros. Je pense que c'est un truc comme ça. Donc vous voyez, la réduction est pas folle. Mais c'est quand même ça, j'en ai pris en fait 5. Du coup, ça vaut quand même la peine quand on accumule plusieurs. Donc j'ai pris celle-ci, donc c'est pour faire des cadeaux, hein. Pour les enfants, j'ai pris Merci Maîtresse. Donc en fait ça, ce sera le cadeau de fin d'année. Alors oui, je sais qu'on est seulement au mois de février. Mais écoutez, j'avais l'occasion et en fait quand tu en commandais plusieurs, tu avais les frais de port gratuits. Donc j'ai fait en sorte d'en commander 5 pour avoir les frais de port gratuits. De toute façon, je vais les stocker et puis on les offrira, enfin les enfants offriront ça début juillet, au dernier jour d'école. Donc ici, ce sont des graines de vacances. Semences de fleurs de prairie, tourbe. Ah c'est juste des fleurs de prairie, voilà. Je trouve que c'est mignon, j'aime bien le principe en fait. J'ai pris celle-ci, Super Daronne, graines de bonheur. Celle-ci c'est Centaurée, Cosmos, pareil que l'autre en fait, avec des Zinnias. Celle-ci je l'ai pris pour mon conjoint pour qu'il l'offre à sa maman lors de la fête des mères. Super Daronne, je trouve que ça lui correspond bien. Et j'ai finalement pris celui-ci, Mamie, t'es trop mimi. Voilà, dans les tons roses et c'est les mêmes fleurs que les autres, des Cosmos, etc. Et donc en fait le cinquième, c'est le même, hein, c'est Merci Maîtresse. J'ai pris, comme j'ai 2 enfants, j'ai pris pour que chacun puisse offrir à son institutrice. Donc voilà, c'est un petit cadeau qui est, je trouve, pas trop cher, 12 euros, ça passe. C'est assez original. J'ai vu la vente, je me suis dit que j'allais prendre directement. Je les stocke et comme ça, pour la fête des mères, c'est pas tout de suite non plus, mais c'est pas grave. Donc voilà pour l'ouverture de colis. Et coucou, je vous retrouve pour la suite de ce petit vlog. J'ai fait des petits achats chez Dylan Camille. Donc c'est un magasin, je pense, qui vient des Pays-Bas. On en a en Belgique, moi j'ai commandé sur le site internet, donc je pense que si vous êtes en France, vous pouvez commander les mêmes articles que moi, ça posera pas de problème. Ils ont sorti leur collection de printemps et tous les ans je craque pour quelques articles parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Ils ont vraiment de très belles choses, c'est très fleuri mais en même temps c'est pas trop chargé, c'est assez simple, c'est avec des articles qui sont faits en grès. Et voilà, encore une fois là je me suis laissée tenter parce qu'il y a beaucoup de très jolies choses. J'ai pris ce vase et donc en fait vous avez tous des motifs différents, j'aime vraiment trop, il est trop beau. L'année passée j'en avais acheté le même modèle mais avec des fleurs différentes et il est resté dans mon intérieur tout le printemps et l'été, vraiment je l'aime beaucoup. Et celui-ci, voilà, quand je l'ai vu je l'ai pris, il me semble qu'il y a un autre modèle aussi mais je préférais vraiment celui-là avec toutes les fleurs différentes, je le trouve vraiment trop beau. Je l'ai payé 22,95 €. J'ai acheté cette tasse qui est plus ou moins le même motif, alors je fais attention parce que j'ai du thé dedans. Celle-là elle m'a coûté 9,95 €, voilà. Et comme je dis, je pense que la matière c'est du grès. Je la trouve vraiment trop belle avec toutes les petites fleurs. Ils ont plusieurs modèles. Alors celui-ci franchement elle est énorme la tasse. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. Elle est vraiment énorme. C'est super pour le thé. Vraiment c'est une contenance que moi j'aime beaucoup. Et voilà, je la trouve trop belle. Dans le même esprit j'ai pris un torchon. Donc je vous montre déplié. Je l'ai pas encore lavé. J'attendais de faire la vidéo pour pouvoir le laver.
Donc le motif est comme ça, donc c'est trop joli, c'est avec des petites branches de mimosa, de la lavande, du muscari, enfin je pense que c'est de la lavande, je sais pas trop, des muscari ça oui, des espèces de pâquerettes, je trouve qu'il est trop beau. J'aime vraiment beaucoup, donc ça c'est le petit torchon, ils font des nappes aussi. Les nappes sont vraiment très belles, mais moi je n'utilise pas de nappes, donc ça ne sert à rien d'en acheter. Mais sinon, sachez qu'ils en font avec le même motif et dans plusieurs dimensions. Donc c'est ce que vous ayez une table carrée, ronde, une grande table, une table moyenne. Vraiment, elles sont trop belles les nappes, mais bon voilà, moi ça sert à rien que j'achète ça. J'ai pris un beurrier parce que je n'en avais pas et ça fait très longtemps que je me dis que je devrais en acheter un. Parce que mon beurre, moi j'utilise enfin plutôt de la margarine pour cuire la viande et c'est toujours dans un paquet qui finalement devient un peu dégueu parce que tu l'ouvres, tu le refermes, tu l'ouvres, tu le refermes, enfin bref ça ressemble à rien dans le frigo. Ça me gave, ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que j'achète un beurrier et là ben, en fait j'en ai pris un parce qu'il y a des branches de mimosa. Et j'adore le mimosa, c'est tellement beau, en Belgique on n'en a pas, c'est d'une tristesse, ça coûte super cher, là il y en a, j'en ai trouvé dans mon supermarché, mais c'était genre pour 3 branches, c'était 9 €, donc j'en ai pas pris, mais je trouve ça tellement joli mimosa. Et donc sur la petite coupelle qui retient le beurre, c'est une branche de mimosa de nouveau, et donc là vous avez mon beurre bien entamé, il m'a coûté 16,95 €. Et le dernier article que j'ai pris, c'est un porte-œufs en porcelaine, j'en ai même pris 2. Pareil, mes œufs sont toujours dans leur emballage en carton dans le frigo, ça me gave. En plus je pense que mettre du carton dans le frigo c'est pas optimal, donc là je me suis dit allez c'est bon, tu vas l'acheter, surtout je pense que c'était pas très cher, c'était 4,95 € pour le porte-œufs, donc voilà j'en ai pris 2, en général j'ai un peu plus de 12 œufs dans mon frigo, j'aurais dû en prendre 3. Pour une prochaine commande je crois que j'en prendrai un en plus. C'est très bonne qualité, c'est en porcelaine, voilà. C'était pas trop cher en plus. Et j'ai encore acheté un truc, j'ai failli l'oublier. C'est cette spatule, c'est en bois de manguier. J'ai retiré le prix évidemment pour pouvoir l'utiliser. C'était 3,95 €. Elle est vraiment de très bonne qualité. Et j'ai des spatules mais qui sont d'une qualité pas terrible. Et là je me suis dit allez c'est bon, achète-en une qui tienne la route. Parce que moi j'utilise tout le temps ce genre d'accessoires pour mes casseroles. Surtout pas le plastique, j'ai jeté tout ce que j'avais qui était en plastique parce que c'est tellement mauvais, c'est cancérigène, enfin bon voilà, j'ai vu des trucs là-dessus qui m'ont fait vraiment suer, donc j'ai tout liquidé et je n'utilise plus que du bois ou éventuellement du métal, mais ça griffe les casseroles donc c'est pas optimal, donc voilà, j'ai pris celle-ci qui est de très bonne qualité. Voilà par rapport à ma petite commande d'Hélène Camille sur le printemps, je vous conseille vraiment d'aller voir ce site si vous ne connaissez pas, si vous aimez la déco printanière, je pense que vous allez craquer. J'ai terminé ce roman de Liane Moriarty, Ici et Maintenant, donc c'est son dernier roman là qui est paru au mois de février et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé. Alors on est quand même sur un gros roman, mais Liane Moriarty en général elle écrit vraiment des romans voilà, qui frôlent les 600 pages. Ici on est à 560, presque 570 pages. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Alors je pense par contre que cette histoire ne plaira pas à tout le monde parce que elle est un peu particulière. Disons qu'il n'y a pas une intrigue de fou dans l'histoire, s'il n'y a pas énormément de suspense, c'est pas un roman page-turner. On est plutôt ici sur un roman style de vie qui va mêler un peu de développement personnel. Donc c'est pour ça que moi ça me parle plutôt bien, mais je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. L'autrice va se questionner sur la vie et sur la mort. Qu'est-ce que vous feriez si vous connaissiez l'âge auquel vous allez mourir ainsi que la cause de votre décès? Ça renvoie un petit peu aussi à la question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que tu ferais si l'argent n'était pas un problème et si tu étais sûr de réussir? Du coup c'est un roman qui amène la réflexion et moi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement quand je lis des romans. On se retrouve donc dans un avion avec donc tous les passagers. Et puis il y a une dame plutôt âgée qui va se lever et qui va commencer à faire des prédictions sur chacun des passagers, leur annoncer à chaque fois l'âge auquel ils vont mourir ainsi que la cause de leur mort. Donc elle fait ça vraiment pour tout le monde, même pour les enfants, pour les bébés. Et donc forcément les gens sont un peu ébranlés. Alors il y en a certains qui prennent ça à la rigolade en se disant que voilà, la femme est complètement tarée et que ils ne croient pas du tout à la voyance. D'autres sont un petit peu plus angoissés par cette prédiction. Et puis en fait ça va un peu dégénérer quand les premières personnes vont décéder. Donc elle va annoncer la mort d'une jeune fille qui doit avoir quelque chose comme 19 ans dans un accident de voiture. Et quelques jours donc après l'atterrissage de l'avion, cette jeune fille décède.
dans un accident de voiture. Ensuite, c'est au tour de 2 autres personnes, des médecins qui sont relativement âgés, mais qui décèdent à 1 jour d'intervalle chacun. Du coup, les autres personnes qui ont donc reçu la prédiction commencent un peu à paniquer, surtout en fait celles dont la mort est programmée pour dans quelques mois. Ils atteignent quasiment l'âge où la prédiction est censée se réaliser. Du coup, ils paniquent un petit peu et ils essayent de déjouer le sort en faisant certaines choses. Par exemple, il y a une personne qui la cause de décès serait normalement le suicide. Et donc, elle fait tout pour ne pas tomber en dépression, elle se met à faire du sport, etc. Elle change vraiment son mode de vie pour déjouer le sort. C'est un roman qui questionne aussi sur le fait, est-ce que tout est programmé? Est-ce que quoi que tu fasses dans ta vie, de toute façon, tout est programmé, ou est-ce que tu as quand même ton libre arbitre et tu peux choisir différents chemins? Moi, j'aime bien ces réflexions, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, c'est un roman qui qui va mettre en scène la vie de plusieurs personnages. Donc on suit vraiment leur petite existence, ce qu'ils font à partir du moment où ils connaissent cette prédiction. On suit également Chérie, donc Chérie c'est celle qui fait ces fameuses prédictions, depuis son enfance jusque là maintenant, au moment où elle va annoncer ses décès dans l'avion. Moi je trouve que Liane Moriarty, elle construit très très bien ses personnages, ils sont hyper plausibles, ils sont hyper complets. J'ai vu des commentaires sur Babelio comme quoi certaines personnes n'avaient pas aimé parce que c'est trop long. Et c'est vrai que c'est long parce que vraiment elle s'attarde sur plusieurs personnages, donc on entre vraiment dans la vie de ces personnes, on apprend tout d'elles, leurs pensées, les personnes qui les entourent, leurs défauts, leurs qualités, etc. Vraiment c'est hyper poussé comme analyse des personnages et du coup c'est sûr que ça porte de la longueur, mais moi c'est quelque chose qui me dérange pas et j'aime bien parce que je trouve que Liane Moriarty elle fait ça très bien et je trouve ça intéressant de pouvoir se pencher sur la personnalité de différentes personnes comme ça. Il y en a une qui a des troubles obsessionnels compulsifs, enfin je trouve ça super intéressant et je trouve ça très bien fait. C'est bien écrit, par contre pour la traduction, je ne sais pas si c'est mon exemplaire qui a un problème, mais en fait, à certains moments, mais ça arrive super souvent, en fait, il y a un souci au niveau des majuscules et des minuscules. Donc en fait, vous avez certains mots où vous avez une lettre en majuscule, une lettre en minuscule, une lettre en majuscule, minuscule, et parfois des mots, des prénoms, des noms de rues, de pays, etc. où il n'y a pas de majuscule au mot. Et franchement, ça m'a un peu perturbée parce que je me suis dit à un moment donné il va y avoir un message caché. En fait pas du tout, il n'y a pas de message caché. Donc je ne sais pas si c'est un souci dans le livre que moi j'ai ou alors si c'est un problème de la maison d'édition. Sinon à part ça, par rapport aux fautes d'orthographe et tout, il m'a pas semblé en trouver vraiment pour dire. Là par exemple, je sais pas si on voit bien, ouais je pense. Vous voyez, il y a une minuscule, menuisée expérimentée, une minuscule qui apparaît dans chaque mot et en fait il y a pas de raison. Et il y a ça ça arrive très très souvent dans le roman, donc je trouve ça assez bizarre. Mais bon après ça n'empêche pas la lecture, mais c'est un peu perturbant. Comme je vous dis, donc elle va parler de la mort et un sujet qu'elle aborde, en fait il y a plein de sujets qui sont abordés, mais entre autres celui du deuil et de la perte des personnes qui nous sont chères, donc des parents, mais aussi du conjoint, des amis et de la façon dont les personnes font le deuil. Et en fait je trouve que le regard qu'elle apporte là-dessus est hyper intéressant. Moi ça m'a fait voir les choses un petit peu différemment de ce que je pouvais voir jusqu'à présent. J'ai relevé quand même pas mal de citations, ce qui arrive pas souvent dans les romans, hein, que j'en relève autant. Je vais vous citer quelques petites phrases qui m'ont semblé pertinentes. Ne cède pas à cette idée qu'on a vraiment vécu que si on a vu du pays, comme s'il fallait avoir visité et photographié les mêmes lieux touristiques que tout le monde pour pouvoir dire qu'on a eu une existence riche. J'ai bien aimé parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose qui souvent me frustre de me dire que je ne peux pas voyager autant que je le voudrais et que ça me donne envie quand je vois des photos de personnes que je connais ou même d'autres que je connais pas qui voyagent beaucoup. Et j'ai bien aimé cette réflexion, ça m'a fait réfléchir. Autre réflexion, Chérie, il faut saisir chaque opportunité qui se présente pour apprendre quelque chose de nouveau.
Et ça par contre c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer, même quand c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie d'apprendre, ou ça me pèle, je me dis allez c'est une connaissance en plus et toute connaissance est bonne à prendre, c'est pas une perte de temps. Chérie est une personne de nature introvertie et ça m'a fait sourire parce qu'à un moment donné elle dit « Je ne me sentais pas capable de faire la conversation avec un étranger même beau pendant toute une heure, ce que durerait le trajet entre Newton et Hornsby. Si comme moi vous êtes de nature introvertie, vous comprendrez. » Et en fait, je me suis trop en fait projetée dans ce qu'elle disait là, parce que moi je suis introvertie et c'est vrai que faire la conversation, quand t'as pas envie, t'as pas envie. Autre réflexion, ça c'est une réflexion que je me suis faite quand j'ai changé de boulot il y a quelques années. Parfois il faut quitter un boulot pour réaliser à quel point il nous usait. Et ça c'est vrai, c'est quand on est dedans en fait on se rend pas toujours compte de ce qu'on vit et c'est quand on en part qu'on se rend compte qu'en fait c'était vraiment très toxique et très nocif pour nous. Et ça c'est une réflexion que je me suis faite quand j'ai quitté mon boulot il y a 5 ans je crois, 6 ans maintenant. Et la dernière petite citation que je vais vous partager c'est « Ce n'est pas parce que tu as réalisé un rêve que tu ne peux pas essayer d'en réaliser un autre ». Et ça, j'aime bien parce qu'en soi, avoir des rêves, il faut en avoir toute sa vie et tenter de les réaliser toute sa vie. Avoir des projets, c'est ce qui, je pense que c'est ce qui maintient en forme. Donc voilà, par rapport à ce roman, je pense que je vais arrêter là ma petite chronique dans cette vidéo. J'aurais voulu vous en parler tout au long de ma lecture, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc voilà, là je vous en parle quand je l'ai terminé. Comme je vous l'ai dit, est-ce que je vous la conseille ou pas? Ça va dépendre de ce que vous attendez. C'est sûr que si vous êtes adepte des thrillers où il vous faut vraiment du suspense, une intrigue haletante, etc., vous n'allez pas retrouver ça ici. Moi j'aime bien ça. Les suspens avec, les thrillers avec du suspense, etc. Mais j'aime aussi ce genre de roman et celui-là de Moriarty, je l'ai trouvé vraiment très bon. J'ai lu plusieurs romans de l'autrice et franchement, celui-ci fait partie de mes préférés. Je l'ai beaucoup aimé et j'en garde un super souvenir. Je me sentais bien dans cette lecture. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne réussite. Du coup, là, je me suis lancée dans le roman de Marceau Miller. Donc c'est publié chez les éditions de la Martinière. Ce roman n'a pas d'auteur et c'est ce qui en fait toute sa particularité, il n'y a pas d'auteur. Donc en fait l'auteur c'est Marceau Miller mais qui est un nom de plume mais on ne sait pas, qui écrit sous ce nom de plume. J'ai essayé de faire des recherches un petit peu sur internet, voir les théories à droite à gauche. Alors il y en a certains qui pensent que c'est Joël Dicker et je vous avoue qu'en commençant ma lecture, j'ai pensé à lui, avant de voir que d'autres y avaient pensé aussi. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui collent pas. Donc je ne pense pas que ce soit Joël Dicker finalement. Mais il y a un petit côté dans l'écriture qui me fait vraiment penser à cet auteur. L'histoire aussi se déroule entre la France et la Suisse, vraiment à la frontière. Je pense que c'est ça aussi qui joue dans le fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est Joël Dicker qui écrit ce roman. Je suis pas encore à la moitié, je suis à la page 176 sur plus ou moins 400. Pour le moment j'aime bien, je trouve qu'il y a un bon suspense. C'est un policier en fait, enfin c'est pas un thriller mais c'est un policier, il y a du suspense. En fait on va suivre la femme de Marceau Miller qui s'appelle Sarah. Donc en fait cet homme Marceau Miller est écrivain et il va en fait être retrouvé mort, donc il fait de l'escalade, mais de l'escalade sans à main nue quoi, sans protection et il joue avec le feu forcément. Et il est retrouvé mort, il est tombé, mais nous on sait que c'est quelqu'un qui l'a poussé. Sarah, donc sa femme, ne sait pas ça, que quelqu'un l'a poussé, mais tout de suite, elle a très vite des soupçons, d'autant qu'elle reçoit une lettre quelques jours après la mort de son mari. Une lettre qui vient de lui, envoyée par la banque, qui dit que voilà, il y a dans un coffre, dans la banque, un manuscrit qui raconte ce qui s'est passé 20 ans plus tôt. On sait que sa sœur est décédée, ou en tout cas portée disparue. On sait pas, enfin on suppose qu'elle est décédée, mais elle a été portée disparue, on l'a jamais retrouvée, et l'affaire a été classée. Apparemment, Marceau Miller, lui, il sait des choses que les autres ne savent pas. Et donc il a écrit un roman sur ce qui s'est passé. Sauf que quand Sarah se rend à la banque, ouvre le coffre pour prendre ce fameux manuscrit, il n'y est plus. Et c'est là qu'elle commence à avoir des soupçons sur le fait que son mari a peut-être été assassiné. Et donc en fait voilà, on suit... c'est ça en fait, l'espèce d'enquête, l'intrigue, et c'est c'est chouette hein. On suit également, donc on suit Sarah, mais on suit aussi Katie, non, comment elle s'appelle? Je sais plus.
Katie, je sais plus, c'est leur amie. Il y a des passages avec elle. Juste, elle, soit c'est Sarah, soit c'est son amie qui parle. Il y a juste un truc qui me perturbe un peu, c'est les réactions de Sarah. Alors bon, elle est super triste et tout, son mari est mort, on comprend, on conçoit et tout. Tout ça, il n'y a pas de problème. Elle a 2 enfants, une fille de 12 ans et un fils de 10 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et en fait, ses réactions par rapport à ses enfants, moi, je les trouve pas très logiques et surtout, je peux pas les cautionner. Même si elle a anéanti tout ce qu'on veut, je trouve que c'est toujours les enfants qu'on doit faire passer avant soi. Et ici, c'est pas son cas. Elle a des réactions hyper dangereuses. Elle prend des risques pour sa vie, des risques complètement inconsidérés et je trouve ça un peu limite en fait comme réaction. C'est une femme qui est assez colérique et du coup elle est très dans les émotions, mais dans les émotions explosives. Et moi c'est vrai que je suis très loin de ce genre de personnalité, donc je trouve ça un peu perturbant. Et est-ce que c'est plausible ou pas? Je ne sais pas. Peut-être, enfin, voilà, chacun réagit à sa façon. Mais en tout cas, moi, je peux pas cautionner la façon dont elle réagit et ça m'énerve un peu. J'ai envie de la secouer et lui dire, oui, mais, enfin, je sais pas, fais un peu attention à tes enfants, à ce qu'il y a autour de toi. La vie ne s'arrête pas avec la mort de ton mari. Mais voilà. Sinon, pour le moment, j'aime bien. Je vous en reparlerai sans doute quand je l'aurai terminé. Je vais essayer de le finir assez vite. C'est un roman qui se lit bien. Franchement, la plume est fluide et tout. Donc, à mon avis, je vous en reparle quand j'aurai fini. Voilà, par rapport à ce petit rush vidéo. Et coucou, je vous retrouve pour, je pense que ce sera le dernier rush vidéo de ce vlog. J'ai terminé le roman de Marceau Miller. Je vous en parlais dans le rush précédent. Ça y est, je l'ai fini. En fait, je l'ai lu en 2 jours. J'ai vraiment été très vite parce que ce roman est extrêmement addictif. Franchement, j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un très bon moment, je n'avais pas du tout envie de le poser, je ne me suis pas doutée de l'identité du criminel, de tous les secrets qui entourent Marceau Miller, et ça a été une très bonne surprise, vraiment, c'était excellent, un vrai polar, comme je les aime, avec une enquête. Sauf qu'ici, l'enquête est menée par Sarah, l'épouse de Marceau Miller. Mais vraiment, on va de secret en secret, de découverte en découverte. Le rythme s'accélère au fur et à mesure du roman. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune longueur, il n'y avait pas de temps mort. Et vraiment, ouais, ça ne fait que s'accélérer. Et donc, ça a pour effet que vous avez tout le temps envie d'y retourner et surtout de pas lâcher le roman. C'est ce que j'apprécie dans les polars, les bons policiers. Vraiment une réussite pour moi. Le seul point négatif, mais je pense que je l'ai déjà mentionné, c'est Sarah. Hein. Voilà, c'est l'épouse. Je n'aime pas du tout ce personnage. En fait, ses réactions me semblent complètement disproportionnées. Enfin, en tout cas, je les valide absolument pas. Je peux comprendre qu'elle soit en pleine détresse, que voilà, elle soit prise de désespoir et qu'elle ait envie de connaître la vérité. Ça, je peux comprendre qu'elle se lance dans cette quête. Voilà, elle est persuadée que son mari a été assassiné. Au début, voilà, la police ne la croit pas, pense que non, c'est un accident parce que tout porte à croire que c'était un accident. Sarah se retrouve un petit peu seule contre tous pour essayer de démontrer que non, quelqu'un était là et quelqu'un l'a poussée. Donc je peux comprendre qu'elle soit en colère et qu'elle veuille mener l'enquête par ses propres moyens. Ce que je cautionne vraiment pas, c'est son comportement. Et je vous dis, je sais plus, je crois que j'avais lu la moitié quand je vous ai fait le premier rush, où je vous en ai parlé au début. J'avais lu la moitié, je pense, je sais plus trop. Mais en fait, ça ne va pas aller en s'améliorant et elle va vraiment prendre des risques pour sa propre vie alors qu'elle a 2 enfants. Et moi, j'ai des enfants du même âge que les siens dans le roman. Et vraiment, je ne cautionne pas du tout son comportement. Ses enfants n'ont plus que leur mère, vu que le père est mort. Et je sais pas, il faut quand même un peu réfléchir à ces pauvres enfants qui ont perdu leur papa, quoi. Alors oui, ok, elle a perdu son mari, l'amour de sa vie, tout ce qu'on veut. Mais je suis désolée, quand t'es une mère, tu fais passer tes enfants avant toi. Moi, ça, c'est un point sur lequel je suis intransigeante. En tant que mère, tu fais passer tes enfants
avant toi, c'est comme ça. Si tu le fais pas, ben il fallait pas faire d'enfant. Voilà, moi je suis très catégorique là-dessus. Mais les enfants, ils ont pas demandé à venir. Si tu les as fait, et ben tu dois assumer et tu dois considérer qu'ils sont plus importants que toi-même. Et ici, voilà, son comportement pour moi n'est pas du tout adéquat. Sa fille de 12 ans est complètement laissée de côté. Elle aurait fait plein de conneries, sa gamine, parce que vraiment sa mère n'est plus là. En plus, Sarah, elle boit, enfin, elle se tape des cuites parce qu'elle va pas bien. Mais ses enfants sont là, quoi, ils sont sous son toit. Tu peux pas te permettre d'être complètement torché avec tes enfants qui sont sous ta responsabilité. Elle conduit comme une tarée avec ses enfants dans la voiture. Enfin voilà, moi je peux pas cautionner ce comportement. Et franchement, Sarah, elle m'a gonflé tout au long du roman. Elle est hyper colérique. En fait, elle est colérique du début à la fin de l'histoire. C'est un peu lourd. Elle fait des crises de larmes et tout, mais c'était too much, enfin je sais pas, moi j'ai pas du tout aimé son comportement, son personnage ne m'a pas plu du tout, et vraiment c'est le seul point négatif. Sur Babelio, j'ai mis 4 sur 5 à ce roman. S'il n'y avait pas eu Sarah, ou en tout cas si son personnage avait été différent, j'aurais sans doute mis peut-être 4,5, voire 5, je sais pas, 5 c'est quand même un coup de cœur, c'est quand même... Le roman est bien, mais c'est pas un coup de cœur quand même. Mais peut-être que si le personnage de Sarah avait été différent, ça aurait peut-être relé le coup de cœur. Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, moi c'est le seul point négatif pour moi. C'est le personnage de Sarah. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on est dans la tête de Sarah du début à la fin de l'histoire. On suit en fait Sarah. On suit également, c'est Karen. C'est pas écrit ici, mais je pense que c'est Karen qui est son amie. Et donc il y a certains chapitres qui concernent Karen. J'ai pas trop compris l'utilité de ces chapitres, pour tout vous dire. Alors ça ne ralentissait pas le rythme ni rien, mais c'est vrai qu'ils avaient peut-être pas leur utilité. Mais sinon, voilà, en globalité, c'est un très bon roman, un très bon polar que je vous conseille. Il est bien construit et tout, il est vraiment chouette. Il y a un mystère donc toujours qui plane autour de l'auteur, hein, Marceau Miller. On sait que c'est un nom de plume, on ne sait pas qui est l'auteur de ce roman. J'ai cru voir que son identité avait été révélée sur je sais plus quel site ou chaîne d'information, mais j'ai pas retenu le nom parce qu'en fait c'est un auteur que je connais pas, donc si c'est lui, je sais pas qui c'est, mais en tout cas voilà, ce roman il était bien cool. Et voilà, je vous le conseille. J'ai ensuite lu un roman graphique, je n'en lis quasiment jamais. Je vous en ai très peu présenté sur ma chaîne. C'est Sa Majesté des Mouches de Aimé de Young. Et donc c'est d'après le roman de William Golding. Donc c'est Sa Majesté des Mouches. Oh, c'est dur à dire, Majesté, Sa Majesté des Mouches. C'est un roman qui est très connu et qui est, je pense, une référence en fait pour démontrer ce que la société peut devenir quand elle est laissée livrée à elle-même. Je crois que c'est ça que ça veut démontrer. Écoutez, moi je n'ai pas lu le roman. J'en ai souvent entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu et c'est vrai qu'il ne m'a jamais attiré plus que ça. C'est quand même un roman qui a été écrit il y a pas mal d'années, hein, c'est pas tout récent. Et puis j'ai vu qu'en fait il y avait un roman graphique qui était sorti basé sur ce roman. Et je me suis dit pourquoi pas en fait, ça me permettra de découvrir l'histoire, mais en même temps de pas passer une plombe à lire le roman. Surtout que j'ai eu des journées extrêmement chargées où j'ai pas pu lire, quasiment pas, et en fait le roman graphique est tombé à point nommé parce que j'ai pu le finir forcément très vite. C'est un roman graphique avec très peu de temps de lecture, donc j'avais un côté un peu satisfaisant. En même temps je prenais du plaisir parce que j'adore la lecture évidemment, mais j'avais vraiment pas l'espace mental pour me plonger dans un roman. Donc ça c'était vraiment pile poil le bon compromis. Et je dois vous dire que j'ai bien aimé. Vraiment, moi qui ne connais pas le roman, je ne peux me baser que sur le graphique. Je pense que j'ai compris les grandes lignes de ce que l'auteur a voulu démontrer par son roman. C'est quand même extrêmement sombre. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Il y a 300 et quelques pages. Mon fils de 8 ans, il a bientôt 9 ans, avait commencé à le lire. Donc en fait, j'avais lu 100 pages. Je l'avais posé sur la table à côté du divan. Et mon fils
il est dans une boulimie de lecture pour le moment. Franchement, il adore, il lit tout ce qu'il trouve. Et donc il a vu ça et il m'a demandé s'il pouvait lire. Et moi, sur les 100 premières pages que j'avais lues, il y avait rien d'effrayant, donc je lui ai dit oui. Donc il est arrivé un petit peu plus loin que moi. Et puis voilà, il a arrêté parce qu'on devait faire quelque chose. Et moi j'ai repris le roman au soir et je suis arrivée plus loin. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout approprié pour un gamin. Vraiment pas. Donc je lui ai dit, écoute, tu vas arrêter de le lire, hein, parce que ça ne va pas, c'est pas du tout approprié. C'est très violent et c'est très sombre parce que donc on suit un groupe d'enfants, une quinzaine qui... En fait, à mon avis, dans le roman, c'est expliqué. Ici, ça l'est pas vraiment expliqué, mais forcément, comme c'est un graphique, elle a dû édulcorer le roman, aller droit au but, quoi. Donc, des enfants se retrouvent échoués sur une île, sans doute suite à un crash aérien, un naufrage, ou je sais pas trop quoi. Et il y a des petits, puis il y a des plus grands. Les plus grands sont âgés de 12 ans, donc ça reste quand même des gosses assez jeunes. Et très vite, il y a une hiérarchie qui va s'imposer d'elle-même avec le chef, avec le souffre-douleur, les suiveurs, etc. Il y a un autre gamin qui va vouloir aussi être chef, qui n'a pas les mêmes idées que celui qui se proclame chef. Et donc, il va y avoir une guéguerre qui va s'installer entre ces enfants, mais ça va quand même aller très loin dans la violence, puisque... ils vont tuer l'un d'eux, donc c'est vraiment, ça va très loin, c'est très très noir, c'est très sombre, et c'est vrai que les 100 premières pages, bon heureusement ce qu'il a lu, c'est ok, il y a rien de vraiment très très effrayant, mais c'est vrai que par après, voilà, c'est quand même une ambiance assez sombre. Pour vous montrer un petit peu les dessins, moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve que les dessins sont vraiment très très beaux, c'est très bien dessiné. Voilà, je vous montre quelques petites planches comme ça. Les couleurs sont très bien choisies, c'est très très joli. C'est sombre, mais ça dépend en fait à quel moment. C'est pas sombre tout le temps, mais moi je trouve que vraiment pour vous montrer une scène un petit peu quand même hyper glauque. Enfin voilà, le gamin il est mort quoi. C'est quand même assez, voilà, je trouve, en tout cas pour mon fils, je lui dis que je voulais pas qu'il lise la suite. Je trouve que c'est beaucoup trop noir. C'est très malaisant aussi. Je vous montre une autre scène. En fait, il y a deux gamins qui vont mourir. Celui-ci, bon, c'est pas très joyeux. Et c'est très très sombre, très malaisant. J'ai trouvé ça très malaisant. Franchement, quand je l'ai terminé, je me sentais pas, super bien. J'avais un sentiment inconfortable. Difficile à mettre un mot dessus, mais un sentiment inconfortable. Et alors il y a une illustration, je vais pas la montrer parce je trouve qu'elle fait vraiment peur. En fait, je m'attendais pas à ça. Et donc, si tu veux, quand tu tournes les pages, à un moment donné, tu tombes sur cette illustration qui fait toute une page, qui est vraiment horrible parce que c'est un crâne, enfin une tête, à moitié rongée par les vers, une tête humaine, quoi. Avec des yeux tout noirs, la bouche, enfin bon, j'ai trouvé que l'image était vraiment pas belle et j'ai eu peur que mon fils l'ait vue, donc je lui ai quand même demandé, j'ai dit écoute, l'image qui montre, tu l'as quand même pas vue, et bon, heureusement il l'avait pas vue. Du coup il était hyper intrigué, il voulait la voir, hein, mais je lui ai dit non, pas question, si c'est pour que tu fasses des cauchemars, j'ai pas envie. C'est quand même, c'est très bien dessiné, mais moi j'ai trouvé que ça faisait quand même un peu peur, voilà. En tout cas ça me met mal à l'aise. Mais très bon roman graphique, franchement je l'ai trouvé super bien, il est quand même bien gros, hein. Vous avez plus de 300 pages, 350 je pense. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, pas beaucoup de texte dans ce roman. Alors je suis pas une habituée des romans graphiques parce que j'en ai quasiment pas lu dans ma vie, j'en ai lu 5, c'est beaucoup. Donc je suis pas une habituée, je sais pas si habituellement, voilà, il y a plus de texte ou pas. Ici, il y en a quand même très très peu. Je pense qu'elle aurait pu en mettre un peu plus. Mais après, les dessins sont tellement bien faits, les expressions du visage sont tellement parlantes qu'en fait, tu comprends sans texte ce qu'elle veut transmettre. Moi, je crois. Voilà. J'ai bien aimé ce graphique et... Bah écoutez, je vous le conseille, je sais pas comparer que le roman forcément puisque je l'ai pas lu, mais moi j'ai bien aimé. J'en ai profité aussi pour acheter un autre graphique, tant qu'à faire une commande, je me suis dit que j'allais en prendre deux. J'ai pris celui-ci,
Minuit passé de Gaël Guenier. En fait, il est très bien classé sur Babelio quand vous regardez hein, par thématique dans la section bande dessinée. Celui-ci est en première position. Aujourd'hui, en tout cas, il est en première position. Donc, quand je vous filme cette vidéo, on est le mercredi 5 mars. C'est ça. Et il est en première position. Et franchement, les dessins sont vraiment très très jolis. J'aime bien. J'aime vraiment bien la façon dont c'est dessiné. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu. Vous avez un jaspage. Ça, c'est la première chose que ma fille a vue. Elle a dit « Oh maman, c'est trop joli !» J'ai dit « Oui, c'est beau. » C'est vrai qu'il est sympa. Je ne sais pas s'il fait peur ou pas. Bon, évidemment, encore une fois, mon fils est arrivé. « Je peux le lire ?» Non. T'attends que maman le lise. Que je puisse juger si c'est ok ou pas. Parce que celui-ci, j'ai peur quand même qu'il soit effrayant. Je sais pas, c'est dans un manoir. Donc je ne sais pas trop s'il y a des choses qui font peur ou pas. Je vais le lire assez rapidement, il me tente vraiment, voilà, je ne sais pas, j'avais envie de romans graphiques, moi qui n'en achète jamais. Là j'en ai commandé 2 et je vous en reparle très vite parce que je vais pas le laisser traîner, hein. Je veux dire un graphique ça se lit vraiment très très vite. Et je vais clôturer cette vidéo en vous parlant de ma lecture en cours, mais du coup vous n'aurez pas mon avis final. Je réserve pour le prochain vlog. C'est Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy qui a remporté il a remporté le prix Femina. Prix Femina, Grand Prix du roman de l'Académie française 2024. C'est publié chez Rivage. Voilà, c'est un roman que j'ai acheté il y a déjà un petit moment. En fait, je l'ai acheté parce qu'il avait remporté pas mal de prix. Et encore une fois, il était bien placé dans la littérature française sur Babelio. Il a un peu traîné là dans ma pile à lire. Et puis bon, je me suis dit, je l'ai pris en grand format. C'est pas pour attendre qu'il sorte en poche pour me décider à le lire. Hein. Tu payes un roman 20 balles. Bon bah tu le lis dans la foulée quoi. Du coup bon bah je me suis lancée, je suis à la page 214 sur 3, je pense qu'il y en a 290, donc je suis quand même presque à la fin. J'aime bien, vraiment c'est très chouette. On parle ici du Venezuela. Moi je suis dépaysée parce que c'est un pays que je connais absolument pas, qui m'attire pas plus que ça, mais on va suivre en fait... Au début, on suit Antonio, qui est un petit bébé qui est abandonné sur les marches d'une église, qui va être recueilli par une mendiante. On va suivre son existence. Ensuite, on va suivre l'existence de son épouse, et puis de leur enfant. Et voilà, on va suivre comme ça plusieurs générations de personnes de cette famille, avec ouais, tout ce qui se passe dans la vie, toutes les coïncidences, même si est-ce qu'on peut appeler ça des coïncidences, je ne sais pas. Ce que le destin leur réserve, c'est très intéressant, c'est vraiment très chouette. J'aime bien les personnages, j'apprends des choses sur le pays du coup. Quand on commence l'histoire, je sais pas trop en quelle année on est, début des années 1900 je pense, parce que après on est en 1957. Les dates sont pas souvent répétées, mentionnées, donc c'est pas toujours évident de savoir exactement où on en est. Mais là, il y a 1957 qui est apparu il y a pas longtemps. Donc on voit en fait le développement du Venezuela, on voit petit à petit l'essor qui va y avoir dans ce pays. Et bah c'est assez chouette. Franchement c'est prenant, c'est bien écrit. C'est un récit de vie quoi, vous n'avez pas une intrigue hein, puisque il n'y a pas un suspense au début où tu te demandes comment ça va se résoudre. Bah non, ici c'est vraiment un récit de vie d'une famille sur plusieurs générations. Voilà. Et pour le moment, j'aime bien. Je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog. Voilà donc pour cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!